tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, j'ai le plaisir de recevoir Reynaldine Lenoir, autrice passionnée qui a choisi l'aventure de l'auto-édition. Elle lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour son prochain livre intitulé « Embrasser l'autre rive ». La campagne se déroule du 6 octobre au 5 novembre 2025 et la sortie officielle du roman est prévue pour janvier 2026. Ensemble, nous allons découvrir son univers, ses inspirations et les coulisses de ce projet littéraire. Bonsoir Reynaldine et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir Jess, merci de me recevoir. Merci d'être présente, je suis ravie de te recevoir sur le podcast et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Si on commençait par une petite présentation. Oui, avec plaisir. Alors, je suis Reynaldine de mon nom de plume. Et dans la vie, je suis Laurie. Je suis une trentenaire qui vit à Bordeaux. Je suis arrivée là pour des études dans le vin. D'accord. Et j'ai longtemps gravité dans le monde du vin. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans mon roman. Et en dehors de ça, je suis maman de 2 petites filles. Je suis une amoureuse encore et une passionnée du vin. Et je suis formatrice indépendante. Je travaille dans le secteur du social et de la responsabilité sociétale, donc le développement durable appliqué aux entreprises. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Parce que partir du vin pour écrire des livres, comment t'en es arrivée là ? Oui, c'est vraiment pas commun. Je pense que j'ai un parcours atypique, mais après, bon, tu me diras, parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui ont des parcours aussi très particuliers. Moi, j'ai fait des études somme toute classiques, un bac scientifique à La Rochelle, où je suis originaire. Et j'ai toujours eu vraiment un gros attrait pour le monde des livres, les lettres. Et j'écrivais déjà petite et jeune fille. D'accord. Et puis après mon bac scientifique, j'ai fait un choix assez particulier, qui était celui de faire un BTS viticulture-œnologie. Et après une école d'ingénieur agronome spécialisée dans la viticulture. D'accord. Donc tu vois déjà, ça avait beaucoup surpris autour de moi. Et disons que durant toute cette période je pense que j'étais en recherche. Il y a vraiment une phase une cassure qui s'est faite avec ma vie d'adolescente, de jeune femme, et puis après ma vie de femme active. Et donc durant toute cette période, l'écriture, elle a été un peu en retrait. Elle s'exprimait, mais je dirais différemment. D'accord. Et après, le temps a passé, je suis devenue maman. Ouais. Et de temps en temps, l'écriture, elle ressortait, tu vois. La vie, cette forme d'expression, ça réapparaissait. Et à la naissance de ma seconde fille, là, ça a été très fort. J'ai ressenti un besoin, une envie d'écrire et d'aller au bout de cette passion, de ce projet, D'accord. notamment avec l'écriture d'un roman. Et là, je me suis formée et ça a été le début de mon parcours d'autrice, véritablement. D'accord. D'ailleurs, j'ai cru lire quelque part que tu avais été formée à l'ICAR comme moi. Oui, effectivement. J'ai choisi l'ICAR. J'ai découvert l'ICAR grâce au podcast Devenir écrivain de Lucie Castel. Et déjà, ça m'a beaucoup aidée, tu vois, parce qu'à l'époque, j'écrivais surtout des nouvelles. D'accord. Et le podcast de Lucie, c'était pour moi l'autorisation de rêver plus grand et de me dire, en fait, un roman, c'est possible. Je peux écrire un roman, je peux m'en donner les moyens en tout cas. Je peux aller plus loin, oui. Je peux aller plus loin. Puis, tu vois, comme je suis formatrice moi-même, je sais que peut se former à tout moment de sa vie et qu'après, ça peut débloquer beaucoup de choses. Tout à fait. Et justement, tu parlais tout à l'heure de ton activité de formatrice. Alors moi, j'ai lu, je crois, sur ton site internet que tu es facilitatrice de créativité littéraire à destination des femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à un titre très intriguant ? Oui, alors écoute, j'ai pas encore de site internet, mais c'est en cours. Je pense que tu l'as lu sur ma page Instagram. Oui, ça doit être ça. Et c'est véritablement, c'est quelque chose vers lequel je tends. Tu vois, je le fais pas encore véritablement, mais moi, dans la vie, je suis formatrice et animatrice. Et pour écrire ce roman, j'ai été beaucoup inspirée par des autrices, surtout, par des femmes, qui l'avaient fait avant moi, qui avaient osé, tu vois, emprunter ce chemin. D'accord. Et puis, il y a eu un deuxième élément très, très déclencheur, c'est que je me suis entourée.
me suis entourée par la formation, mais Mhm. après par le coaching, avec des auteurs, des autrices qui m'ont vraiment accompagnée dans le fait d'aller plus loin. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de permettre. Alors surtout à des femmes, parce que j'ai été très marquée par mon passage à aussi la maternité, Oui. ce que ça a impliqué en changement intérieur et puis aussi en disponibilité. Et tu vois, ça m'a ouvert beaucoup de choses, mais à la fois, ça a aussi fermé des portes parce que moins de temps pour moi. Mhm. Et qui je suis en dehors de mon rôle de maman, de femme active, d'épouse. Où est la passion? Où est-ce qu'il y a ce qui m'anime? Et Mhm. retrouver l'écriture, ça m'a insufflé beaucoup d'énergie, de courage. Et donc, c'est ça aujourd'hui que je voudrais pouvoir insuffler aussi à d'autres femmes. Donc, je D'accord. suis en train de créer, voilà, ma future activité de mentorat littéraire. Ah, c'est super sympa. Moi, je sais personnellement que quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté d'écrire. J'ai fait une petite pause, enfin une Oui, très longue pause, parce que j'ai dû reprendre l'écriture. Mes enfants étaient déjà grands. C'était plus facile pour moi à gérer. Ça me laissait plus d'espace, en fait, une fois qu'ils étaient un peu plus indépendants. Tu sais, dans ton espace mental, pour pouvoir oui. vraiment te concentrer sur une histoire, c'est largement plus facile. Ok, bah, écoute, c'est super passionnant. Je trouve ça très intéressant. Et si maintenant tu nous racontais un peu tes débuts dans l'écriture, est-ce que tu te souviens du premier récit que tu as écrit ou est-ce que c'est... Comment ça t'est venu? Ah oui, je m'en souviens très bien. Alors, c'est peut-être pas le tout premier, mais en tout cas, celui qui m'a marqué, c'est un récit que j'ai fait comme collégienne. C'était une nouvelle, hein, parce que moi, je suis entrée dans l'écriture par la nouvelle. D'accord. Et c'était un concours à l'époque. Et le thème du concours, je crois que c'était les couleurs. Mhm. Et moi, j'avais écrit une lettre du bleu au rose. Parce que quand j'étais petite, ma mère m'habillait toujours en bleu et elle habillait ma sœur en rose. D'accord. Et c'était une lettre, en fait, c'était une lettre d'amour pour ma sœur, Mhm. que j'aimais et que j'aime toujours énormément. Et tu vois, je devais être, je pense, en quatrième. Et ma Mhm. sœur s'apprêtait à partir au lycée. Il y avait cette espèce de passage. Oui, je C'était un comprends. peu une lettre pas d'adieu, mais voilà, il y avait plein de choses là-dedans. D'accord, oh, je Ça, c'était comprends. mon premier texte. Mhm. Et pourquoi, alors, si on revient maintenant à ton texte là que tu vas publier prochainement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce livre, ses thématiques, son pitch, pour qu'on en sache un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, Embrasser l'autre rive, c'est l'histoire d'Étienne, qui est un jeune œnologue bordelais. Mhm. Et quand le roman débute, il vient d'être diplômé. On assiste à sa diplomation d'œnologue. Et il s'apprête à rejoindre son père sur la propriété familiale. Et finalement, rien se passe comme il l'avait prévu. Et son père le repousse et lui demande d'aller se faire une expérience ailleurs. Donc, il Ok. va partir avec son meilleur ami, un peu contraint et forcé, et il quitte son milieu traditionnel médocain. Le Médoc, c'est un vignoble historique et assez connu du Bordelais. Mhm. Et il quitte ce milieu plutôt traditionnel pour un univers très différent, donc qui est la Californie, avec la Napa Valley, entre autres. Et D'accord. une fois en Californie, il débute un vrai voyage initiatique, en fait, au gré de rencontres Mhm. et surtout d'une rencontre amoureuse qui va rebattre les cartes pour lui de ce que sera véritablement son avenir et de s'il s'inscrit ou pas dans la Mhm. tradition familiale de la propriété de ses parents. D'accord, ok, c'est intriguant ça. Et Oui. si tu... alors, je pense que le milieu dans lequel tu travailles et que tu évolues ont dû t'aider à t'inspirer pour cette histoire, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont donné envie encore plus d'écrire cette histoire? Oui, oui, oui. Le thème principal, je pense, du roman, c'est la quête de soi. Mhm. Et dans mon roman, Étienne a 24 ans, moi j'en ai 34 aujourd'hui, tu vois, 10 de plus. Mais je pense qu'on cherchait un peu la même chose, lui et moi, même si nos personnalités et notre histoire est différente. Et il y avait aussi quelque chose que j'avais très envie de mettre en valeur. En fait, le monde viticole est un univers extrêmement cinématographique et romanesque. Alors ça, je savais que je voulais m'en servir. Mhm. Mais ce qui me plaisait particulièrement, c'est le côté encore très traditionnel que je ressens dans le milieu viticole et qui plus est dans le milieu viticole bordelais médocain. Oui, très Euh, familial, je suppose. oui, encore empreint de tradition, de patriarcat, il y a encore tout ça. Mhm. Et je voulais aller confronter cet univers traditionnel à ce que j'avais ressenti moi en voyageant aux États-Unis et notamment à San Francisco, Mhm. ce pays complètement affranchi. J'avais envie d'explorer ces contrastes.
D'accord. Et un très très bon départ pour s'inspirer, effectivement. Et si je te pose la question sur le choix du financement participatif, comment t'en es arrivé là à te dire « Tiens, je vais lancer une campagne Ulule ». Pour un premier roman, Eh bien, c'est toujours compliqué. oui, oui, c'est vrai. Et franchement, je pense qu'il y a eu un petit grain de folie aussi dans cette décision, mais bon, c'est aussi souvent comme ça que je prends mes décisions. Et Mais parfois, voilà, la elles sont campagne très Ulule, bonnes. Mhm. oui, ah mais là, je le souhaite. Et là, cette campagne Ulule, c'est vraiment, je savais, je me suis dit, bon, si je me lance là-dedans, je sais que je vais y aller à fond. Et effectivement, c'était un moyen de promouvoir mon roman, en fait, à part entière. Mhm. Et je savais que j'allais vraiment faire des choses que j'aurais peut-être pas osé si j'avais pas choisi la campagne Ulule et tout ce que ça impliquait. D'accord. Donc il y avait ça, il y avait le lien que ça créait avec les gens qui soutiennent la campagne, parce que Mhm. vraiment ça devient pas que mon projet, c'est un projet collectif. Et ça, je trouve ça génial. C'est Oui. le fondement du financement participatif, hein. Mhm. Et puis si je devais te donner une troisième raison, même si j'en ai d'autres, mais je vais pas m'étendre non plus. Mais la troisième raison, c'était aussi plus des valeurs écologiques. J'avais très envie d'imprimer le roman en Gironde, Mhm. de pouvoir moi aussi être en contact avec les personnes qui allaient réaliser l'impression et de pouvoir remettre en main propre au maximum d'exemplaires aux contributoristes de la campagne. Voilà. D'accord, tu voulais être partie prenante entière de la conception, construction, diffusion de ton roman. Oui, oui, complètement. Ah, je comprends. Après, il y a aussi le... En fait, c'est vraiment. Oui, pardon, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est une démarche d'entrepreneur. Et tu vois, moi, dans la vie, je suis auto-entrepreneur, donc ça me parlait en fait. Oui, ça offre aussi peut-être beaucoup plus de liberté et un choix vraiment plus personnel sur les actions à mener. Exactement. Alors, si maintenant on venait à discuter de ton côté écrivain, autrice, est-ce que tu as des habitudes, des rituels d'autrice pour pouvoir te lancer dans ta session d'écriture ? Oui, c'est vrai, mais je les ai construits petit à petit, tu vois, ces habitudes. Je pense qu'il ne faut pas non plus se fermer. Il faut se donner de la liberté, parce que c'est vrai que moi, je sais que j'écris mieux le matin, par exemple, mais il Mhm. y a plein de fois où je ne peux pas écrire le matin. Euh, et après, c'est plutôt, il y a des choses qui me rassurent. Je sais qu'avant d'écrire, je vais toujours écrire le plan de ce qui va se passer dans mon chapitre. Mhm. Donc très souvent, j'essaie de faire, en fait, j'écris sur la base d'un plan que j'avais écrit la veille. Et le soir, avant d'aller me coucher, j'essaie d'avoir mon plan pour le lendemain. Parce que j'ai l'impression que mon cerveau, durant la nuit, tu vois, il se prépare, il Mhm. commence à faire des phrases. C'est quelque chose qui m'aide aussi beaucoup à trouver l'apaisement et le sommeil, de penser à la construction des phrases que je vais écrire le lendemain. Et tu perds pas Euh, tes idées en t'endormant ? Peut-être, en fait, j'ai l'impression des fois qu'elles paraissent, les phrases paraissent toujours plus fluides dans ma tête. Dans ma tête, c'est écrit. Et Mhm. quand je me retrouve devant le clavier, je me dis, ah zut, en fait, il manquait peut-être des transitions. Mais non, je pense que le cerveau, la nuit, il a vraiment une mémoire. Et puis, je crois que je sais plus quel auteur avait dit ça, mais en gros, bon, ce qui est vraiment, les vraiment bonnes idées, elles restent, je pense. Après le D'accord. reste, t'as toute la structure, en tout cas. Mhm. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que si je devais te parler de mes habitudes, je dirais le plan. Moi, je travaille beaucoup sur carte mentale, donc j'ai Mhm. tout mon plan de roman, tout mon chapitrage sur carte mentale. Et après, sur mon petit traitement de texte, je vais dire, OK, chapitre 4, allez, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Et comme ça me rassure aussi, je sais ce qui va se passer. D'accord, c'est bien pour pouvoir se lancer aussi, comme ça donne un peu, tu sais, des sortes de to-do list de ce que tu dois pas oublier de raconter dans ton chapitre, ou dans ton Oui, intrigue, ou dans les avancées de ton personnage. C'est plutôt pas mal comme technique. Je crois qu'il y a Jupiter Phaeton aussi qui fait ça, qui prépare avant OK. sa séance d'écriture, elle prépare sa petite to-do list, et comme ça l'aide aussi à mieux écrire. J'avais entendu ça dans un podcast ou une émission où elle était. Mais c'est une très très bonne méthode. Je pense qu'au moins comme ça, tu dois être plus rassuré face à ta feuille et avoir moins peur d'être face à une feuille blanche, tu sais, le syndrome de la page blanche, comme on dit. Oui, exactement. Ouais, Ah, ça structure. t'as bien raison. Et maintenant, on passait à ton actualité. Alors, on a parlé de ta campagne Ulule qui débute lundi 6 octobre, qui se termine le 5 novembre. Et
Quand on a fini d'écrire son livre, qu'on l'a publié, on prévoit généralement des salons ou des séances de dédicaces. Est-ce que tu as prévu quelque chose à la sortie de ton roman pour pouvoir le diffuser au plus grand nombre ? Oui, alors je vais déjà essayer de créer une boutique en ligne parce que je communique beaucoup sur Instagram. C'est vraiment un canal qui me plaît énormément. Et donc voilà, j'ai envie de permettre un accès facilité via Instagram. Après, mon roman il sera également présent sur Amazon, mais je pense que ce sera peut-être plus pour du e-book. Oui. Et puis, je vais en faire imprimer certaines marges d'exemplaires en plus pour pouvoir moi-même les envoyer ou effectivement les dédicacer. Alors, dans ma ville, il y a une très chouette médiathèque, donc je vais passer par leur intermédiaire. Puis après, je vais un peu sillonner les librairies et les grandes surfaces avec des rayons librairie du Bordelais pour pouvoir en parler, vraiment jouer sur cet ancrage aussi local, territorial, parce que bah voilà, moi, c'est quand même c'est mon univers qui m'a inspiré le roman et je pense qu'il y a du sens aussi à continuer à en parler. Là où il a été écrit et autour de ce qui a fait cette inspiration. Oui, en plus, ça pourrait parler à des personnes qui ont l'habitude de travailler dans ce milieu aussi. Peut-être que ça pourrait déclencher des passions pour ton histoire et ton roman, et tes personnages surtout. Les personnages, Oui, faut pas oublier les personnages. Ok, donc ça, on le note, que c'est prévu et que tu nous tiendras, je suppose, informés après ta campagne Ulule. Et sinon, ta campagne Ulule, pour l'instant, vu que au moment où on enregistre l'interview, ça arrive dans quasiment une semaine, comment tu te sens à aujourd'hui avec ta campagne ? T'as réussi à faire tout ce que tu voulais faire jusqu'à présent ? Globalement, oui. J'ai mis énormément d'énergie dans cette campagne. Vraiment. Et tu vois, je pense que, on verra si l'avenir me contredit, mais je pense que je vais l'avoir fait une fois pour vraiment le vivre. Et aussi parce que c'est le premier roman et que c'est génial. Mais après, je procéderai différemment. Mais vraiment, je suis hyper heureuse d'avoir fait ça parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Et pourtant, je n'ai pas trop tendance à me reposer dans mes zones de confort. Mais là, vraiment, je suis allée beaucoup plus loin que ce que je pensais pouvoir être possible. D'accord. Et ça m'a, si tu veux, tu vois, j'ai complètement revu ma façon de gérer ma page Instagram, qui était déjà importante pour moi, ma page d'Instagram autrice. Et ça m'a fait complètement revoir ma stratégie, comment je voulais m'adresser à ma communauté, aux femmes, aux autrices. Ça m'a beaucoup inspirée aussi pour la suite. Et puis, ça m'a aussi fait parler énormément de mon roman. C'est pour ça que je te disais que je sortais de ma zone de confort. C'est que vraiment, là, tu vois, cet après-midi, j'avais un rendez-vous avec mon ancien tuteur de mémoire dans mon école d'ingénieur agronome où je travaille comme formatrice indépendante. D'accord. Et je me suis dit, là, tu vas parler de ton roman parce que cette école, elle a quand même inspiré le premier chapitre. Et voilà, donc vraiment, maintenant, c'est un réflexe, tu vois. J'ai un peu entraîné mon cerveau à parler de ce roman de manière naturelle. Et écoute, franchement, en tout cas, l'accueil et la bienveillance que j'ai ressentie autour de cette campagne m'a fait énormément de bien, m'a porté aussi. Aujourd'hui, il y a déjà 60 participantes qui sont préinscrits. Et ça, tu vois, ça me... Oui, c'est motivant. Vraiment, ça me porte, ça me motive énormément. Ah bah oui, j'imagine. J'imagine très très bien. Si on passait maintenant à la catégorie à la chronique des consignes ou la partie conseil, est-ce que tu aurais un conseil de lecture ou d'écriture, ou les deux ? Si tu en avais, qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous ? Eh bien, je commencerai par le conseil d'écriture, où vraiment, moi, je sais que je donne le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé cette aventure, de vraiment écrire et ne pas avoir peur du fait que ce soit mauvais au début et que ce soit mauvais pendant longtemps. Oui. Parce que la phase de réécriture est longue. Et vraiment, moi, pendant très longtemps, j'ai pas aimé ce que j'avais écrit, jusqu'au jour où j'ai aimé ce que j'avais écrit. Et là, ça a été très fort. Donc vraiment, voilà. Mon conseil, ce serait ça sur l'écriture. Et sur la lecture, de pas justement, je sais qu'écrire prend beaucoup de temps, mais de pas oublier de lire même un tout petit peu, de lire ce qu'on aime aussi, parce que ça fait tellement de bien. Et peut-être des fois de se dire que quand on fait des pauses d'écriture et qu'on lit, quelque part on est déjà en train d'écrire parce qu'on prépare la suite. Donc je pense que faut aussi se déculpabiliser, parce que je
pense qu'en tant qu'auteuriste, on peut vite se culpabiliser de ne pas écrire, justement. Tout à fait. Mais la lecture, c'est une façon à part entière de préparer la suite de nos projets littéraires. Donc voilà, il faut penser à ça. Ok. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure beaucoup de ta page Instagram. Du coup, pour suivre ton actualité et en savoir un petit peu plus sur ta campagne Ulule, tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver ? Comment s'appelle ta page ? Oui, ma page, c'est mon nom d'autrice, donc c'est Reynaldine, le petit tiré du bas, celui du 8, et le noir, Lenoir. D'accord. Tu partages du coup le plus de choses que tu n'as pas d'autres supports comme Facebook ou le site internet, tu disais que tu allais y penser. Et le newsletter, oui, c'est vrai. J'ai aussi une newsletter sur Substack, mais vraiment le lien est lié à ma page Instagram. D'accord. Et oui, sur laquelle effectivement je parle plus en détail de mon cheminement et de mon parcours d'autrice. Ok, donc on note qu'on peut aussi te suivre sur la newsletter. On peut te suivre aussi sur la campagne Ulule, donc ne vous inquiétez pas, je mettrai tout dans la barre d'outils de l'épisode pour que vous puissiez retrouver rapidement l'adresse. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as envie de partager encore quelque chose avec nous ou penses-tu avoir fait le tour de tout ce que tu voulais nous dire ? Écoute, ce que je peux te dire, mais je crois que je l'avais dit un petit peu en substance, c'est que vraiment ce qui m'a changé la vie, moi, dans mon quotidien d'autrice, c'est d'être bien entourée. J'ai le sentiment de ne pas avoir écrit et accouché ce roman toute seule et de l'avoir fait aussi parce que j'ai été entourée de beaucoup de bienveillance, de professionnalisme aussi. Avec la personne qui a fait la correction éditoriale, le maquettage, le graphisme, etc. Mais vraiment, ça, rien que pour ces rencontres, je referai le chemin 10 fois. Ah bah, je l'imagine très bien. Je comprends. Eh bien, écoute, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Un grand merci à Reynaldine d'avoir partagé avec nous son parcours et les coulisses de son projet. Je te souhaite vraiment et sincèrement une magnifique campagne Ulule et que ton livre Embrasser l'autre rive trouve vite, très très vite sa place dans la bibliothèque de tes futurs nombreux lecteurs. Et je te remercie d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi et merci beaucoup. En prie. Merci à vous aussi les auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, à laisser un petit like et pourquoi pas à le partager autour de vous. Et pour suivre toute l'actualité de Reynaldine, retrouvez-la sur sa page Instagram Reynaldine_Lenoir. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.